Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Grande Tribune. Aujourd'hui, nous allons nous étendre sur deux questions, deux sujets d'actualité, la revanche du sol sur le sous-sol. À quel prix pour justement permettre aux Congolais de manger à leur faim, mettre fin à l'insuffisance alimentaire. Les Congolais en majeure partie ne sont pas suffisamment alimentés selon le programme alimentaire mondial. Deuxième sujet, sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, c'est pour ce samedi 29 avril au Stade des Martyrs. Des centaines de milliers de personnes sont attendues au Stade des Martyrs pour célébrer ce lancement officiel de ce grand méga regroupement politique qui va devoir accompagner le président Tshisekedi au joutes de 2023. Nous en parlerons. Une machine, est-ce une machine qui broie tout, qui broyera tout sous son passage? Voilà les deux sujets que nous allons aborder dans cette émission aujourd'hui. Mais avant que nous puissions présenter nos invités, permettez que je puisse vous lire les quelques sujets d'actualité de ce matin. Les militaires de l'EAC réaffirment leur engagement d'être prêts à mourir pour protéger l'intégrité de la République démocratique du Congo. S'il faut mourir pour que la paix revienne en RDC, pour que la paix revienne en RDC, s'il faut verser mon sang et celui de mon adjoint Emmanuel Kaputa, je suis prêt à me sacrifier, a déclaré le lieutenant-général Jeff Nyaga, qui est le général des contingents des troupes sur le sol, le général kenyan Jeff Nyaga. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a fait le point de la grave incendie survenue lundi 24 avril au lycée Mwanga à Kolwezi. Ce serait le plus grand lycée dans la ville de Kolwezi ou Lolaba. Il n'y a eu que des cas de traumatisme, de fractures et les enfants ont été pris en charge, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a corroboré les autorités provinciales, qui parlaient de 132 blessés, aucun décès. Déjà, la prise en charge est effective. Une enquête a été diligentée. On a associé la SNEL à cette enquête pour que lumière soit justement faite. L'incendie demeure jusque-là d'origine inconnue. Des ONG de droits de l'homme dénoncent le traitement inhumain infligé aux victimes de guerre de Kisangani en sit-in à Kinshasa. Enfin, le gouvernement crée un établissement de réglementation pharmaceutique pour garantir la bonne santé des Congolais. Un peu ce que dénoncent souvent les pharmaciens, la vente de médicaments sans que nous ne puissions avoir justement l'autorisation de consommer les médicaments. L'automédication est une bombe, est un poison. Et donc cette structure va justement aussi venir soutenir ces efforts qui sont fournis par l'ordre provincial de pharmaciens. Voilà, merci à toutes et à tous, messieurs, dames. Nous sommes avec trois invités sur ce plateau, comme un peu de coutume ces derniers temps. Maître Michel Kitoko, leader du Club de patriotes congolais, un mouvement politique lumumbiste. Bonjour maître, merci beaucoup de votre présence. Merci de m'avoir invité sur ce plateau pour transmettre certains éléments dont je considère que ce sont des vérités que traverse le peuple congolais. Merci. Merci beaucoup maître Michel Kitoko. Monsieur Gandhi Kassende, vous n'êtes pas politique, vous êtes un jurisconsulte, c'est ça? Oui, jurisconsulte et politiste, pour ne pas dire politologue. Politiste. Oui. Politiste en termes simples. Politologue, voilà. Merci beaucoup. Le vase est déjà rempli de politologues comme des maîtres, donc c'est pour ça que je préfère plutôt politiste. Ça fait la nuance. Monsieur Eri Massimbo, cadre de la société civile également, merci beaucoup de votre présence dans Grande Tribune. Merci, cher Dan, tout le plaisir est pour moi. Je salue aussi Maître Michel Kitoko, qui est un aîné que j'apprécie beaucoup, la qualité d'analyse et son engagement pour la mère patrie. Et aussi Monsieur Gandhi Kassende, que j'apprécie beaucoup la qualité des analyses. Et je crois qu'ici sur ce plateau, nous donnerons à nos compatriotes une analyse probante par rapport à la situation politique, socio-économique de l'heure. Merci Monsieur Eri Massimbo de la société civile, mais qui soutient l'institution président de la République. La République. Allez, on se lance directement au premier sujet. C'est celui de la machine qui est en train de se mettre en place. L'Union sacrée de la nation, mesdames et messieurs, qui a en son sein tous ces cadres qui soutiennent la vision du président de la République. On va prendre tout
la grande majorité des députés nationaux, les sénateurs, la majorité écrasante des membres, bon, même les membres du gouvernement, on va dire tous, et même au-delà, on dit plus de 400 partis politiques. Plus de 400 partis politiques seraient derrière la candidature du président Tshisekedi. Mais qui peut faire face à cette machine qui est en train de se mettre en place? Une machine, elle est une machine redoutable qui peut tout broyer sous son chemin au regard de son profil, de ceux qui le constituent et des moyens mis en jeu. Maître Michel Kitoko, je commence avec vous sous cette question. La machine union sacrée de la nation, redoutable. Vous savez, lorsque vous appelez ça une machine sacrée en même temps, vous ignorez que la vraie machine, c'est le peuple congolais. Ce ne sont pas des individus qui ont créé quelques architectures politiques ici et là, et qui vont se concentrer autour d'un stade, qui vont s'appeler une machine. La vraie machine, c'est le peuple congolais. Et c'est là les indicateurs qui doivent nous montrer comment il y a un distinguo entre ce que pense la population et ce que pensent les acteurs politiques qui animent ce pays. C'est ça la différence. Ce que vous appelez machine n'est pas une machine. Peut-être une machine contre la population, mais ce n'est pas une vraie machine qui pense améliorer les conditions de la population locale, tel que moi je pense. Mais vous savez, aujourd'hui, dans les contextes où nous y sommes, regardez un peu, jetez un coup d'œil simpliste dans nos provinces. Vous allez comprendre les conditions dans lesquelles nos populations traversent un moment le plus dur, un moment des fois ils ne comprennent plus rien. Si la politique centrale venant de Kinshasa peut penser à un moment donné à ces populations. La preuve. Donc vous niez la qualité de machine. Ce n'est pas une machine. Vous niez la qualité. Ce n'est pas une machine. La puissance d'action de la puissance de. Elle est puissante à quoi? Qu'on se dise les choses. Puissante en quoi? Vous avez ces cadeaux. Vous émettez des signaux consistant à dire non, c'est une machine, mais laquelle? Quels sont les indicateurs qui montrent que c'est une machine? Il y a Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba devient une machine. Il y a. Regarde, vous ne savez pas quoi, qu'est-ce qu'il est? C'est un individu. Il y a Vital Kamere. C'est un individu. Il y a Jean-Lucien Boussa. Ce sont des citoyens congolais qui se sont regroupés autour de l'un des meilleurs enfants de la République qui sont dans cette union. Ce n'est pas le cas. Vous savez, lorsque nous parlons de la République démocratique du Congo, nous devons éviter soudoyer ou venir avec les adjectifs selon lesquels tel c'est un meilleur, tel n'est pas meilleur. Non. Tous les Congolais sont de meilleurs citoyens de ce pays. Tous, exception aucune. Maintenant, revenons à la question essentielle. Pour ceux qui se sont mis autour d'un contexte indiquant qu'ils peuvent diriger ce pays d'une manière ou d'une autre. Vous avez cité le nom de Jean-Pierre Bemba. Vous avez cité le nom de Vital Kamere. Prenons d'abord le 2. Qu'est-ce qu'ils en ont fait pour ce pays en tant qu'indicateur principal qui peuvent indiquer que ce pays peut changer grâce à ces deux individus? Et s'il n'y a pas ces deux individus, le pays est dans un chaos. Il n'y en a pas. Si vous avez les indicateurs, vous pouvez me les citer, les indicateurs. Jean-Pierre Bemba, avec tout ce qu'il a fait. Jean-Pierre Bemba, il est qui? C'est un citoyen congolais. Au-delà de ça, rébellion, la haine. Mais c'est ça, les choses que nous devons dire clairement sur le plateau. Une force politique incroyable dans Quelle est cette force politique dont il dispose? Laquelle? Il faut savoir indiquer sa force politique. Comment vous comptez sa force politique? Par la rébellion qu'il a fait, par le nombre d'années qu'il a passé en prison. C'est que son papa a laissé comme héritage pour la population. Il n'y en a plus cet dans héritage. Toutes ces plantations qu'il a laissées, on dira toute cette... Son père a été un grand financier de... Vous savez, vous parlez de son père qui est décédé, il était ministre de l'économie, Désiré Kabila, paix à son âme. Mais là, ce n'est plus son père qui est non, la famille Bemba, l'influence de la famille Bemba au Congo aujourd'hui. Ça reste une famille qui, pour moi, ne délègue qu'un esprit juste de prétention historique, c'est tout. C'est une prétention historique et point barre. Au-delà de ça, je qualifie Bemba comme tout citoyen qui fait la politique et qui pense qu'il peut diriger le pays, mais pour le peu de temps... Maître Michel, mettons-nous d'accord. Qui peut faire face à ces groupes d'individus aux élections? Tout le monde peut faire. Ici au Congo, qui peut résister à ce groupe d'individus? Si nous considérons que les élections, c'est l'émanation du peuple congolais,
c'est la volonté du peuple congolais. Ceux qui ont le droit de voter sans tripatouillage. Je pense que tout citoyen ayant la capacité de montrer une vision, de transformer ce pays, tout citoyen a cette capacité de faire face à ces gens-là. Ce ne sont pas des gens dont il faut... Vous savez, nous devons éviter au travers des médias montrer que non, tel est meilleur, tel est beaucoup plus cataclysme. Non, non, il n'y a pas ça en politique. En politique aujourd'hui, même un jeune homme de 25 ans, 27 ans, il peut faire des choses tant qu'il a la capacité de se faire comprendre et de se faire écouter par la population qui pense que ces messieurs peuvent aller vers de l'avant. Lorsque nous pensons que les élections, c'est le pouvoir du peuple d'abord. D'accord. Et que rien que le pouvoir du peuple. Non pas parce que tel exerce un positionnement, parce que son père a été. Vous voyez, vous gérez Bemba parce que son père a été quelque part à l'émanation de cette politique. Moralité, un Congolais qui n'a pas eu ses parents dans les sphères politiques, qu'est-ce qu'il va devenir? Merci. Et moi, j'en encourage l'ensemble des populations congolaises qui ont l'intelligence et, in fine, ayant la capacité de gérer ce pays, de se positionner, ne pas avoir peur que tel s'appelle Bemba, tel Vital Kamerhe. Non. Je pense qu'aujourd'hui, tout Congolais a la capacité générale de comprendre un certain nombre de choses et de considérer que le pouvoir ne peut venir que du peuple congolais et non pas d'un individu. Merci beaucoup, Maître Michel, pour cette intervention. Monsieur Gandhi, je vous donne la parole. Que pensez-vous de l'Union sacrée de la nation? Une machine aussi redoutable. Avant de répondre à cette question, juste une parenthèse que je vais refermer aussitôt après. Parmi les nouvelles que vous avez données au préalable de cette émission, vous avez parlé de l'incendie qu'il y a eu dans un des grands collèges ou Athénée ou institution d'enseignement au Lualaba. Lycée. Au lycée, oui. Donc, moi, je dis, il y a un problème. Ça devait nous interpeller, au premier chef, le législateur. Comment on peut avoir des grands édifices comme ce genre de lycées ou de l'administration, on apprend qu'il y a eu un incendie, les camions de pompiers arrivent 1 heure ou 2 heures plus tard. Il y a un problème, alors qu'on est dans un temps moderne. Aujourd'hui, on peut, quand on construit ces maisons-là ou ces édifices, même si ça a été construit il y a 10 ans, 20 ans, il y a des appareils anti-incendie. Non seulement des petits trucs comme ça qu'on peut mettre au niveau des plafonds et autres. Quand il y a des parts de fumée, ça alerte, ça siffle. Et en même temps, vous pouvez maintenant, dans l'institution même, prendre des bombes anti-incendie qu'il y a dans les établissements, qui doit avoir dans les établissements. On devrait obliger tous les établissements publics qui accueillent beaucoup de gens qui aient ces installations-là anti-incendie avant que les pompiers n'arrivent. Mais ce n'est fait nulle part. Je ne comprends pas à quoi servent nos législateurs, à quoi sert notre gouvernement. Vous parlez aujourd'hui de la machine à broyer. Si c'était une machine à broyer la misère, oui. Là, je corrobore dans le même sens que mon co-débatteur. Une machine, je suis d'accord. Mais il fallait que ce soit une machine pour broyer la misère, la pauvreté. Ce qui n'est pas le cas. C'est une machine, si on regarde le rôle qu'il devrait jouer, d'ailleurs, c'est bien qu'il y ait ce genre de machines. Moi, je suis pour ce genre de machines. Mais le rôle qu'on donne à cette machine-là, ce n'est pas son premier rôle. Le premier rôle devrait être comment endiguer la misère du peuple congolais. C'est pas ce que ce gouvernement est en train de faire. C'est pas ce que cette machine est en train de faire. Pour le moment, on reste toujours sur notre fin. On parlera des résultats après. Mais si je prends dans le contexte où ça a été mis en place pour les élections, là encore, la configuration est bien définie. Mais non, machine à broyer. C'est pas que les élections, c'est aussi matérialiser la vision du président. C'est le gouvernement, c'est pas la machine là qui doit matérialiser la vision du président. Le gouvernement, c'est la majorité. Ce sont les institutions qui sont à côté du gouvernement et autres qui doivent mettre en application, poser des actes par rapport à la vision du chef de l'État. La machine à broyer, je ne sais pas, c'est un terme qui est intéressant. Mais broyer quoi? En face, il n'y a rien. On va broyer quoi? Si vous faites allusion à l'opposition, mais quelle opposition? Je m'interroge, quelle est l'opposition? Mais on ne va pas prendre une machine pour broyer des fourmis ou je ne sais pas. C'est assez fort, ça. Je dis ce que je pense. Il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Non, si elle est là, elle n'est pas réelle. Elle est fausse.
Elle est fausse. C'est des gens qui sont habitués à changer d'avis tous les 2 ou 3 mois. On va appeler ça une opposition. Opposition à qui et à quoi? Ça n'a pas été défini. À ma connaissance, jusqu'à présent, je ne connais pas un parti... Un front qui est contre cette machine. Qu'il soit contre cette machine, contre le régime en place, en me disant, on est contre pour telle des raisons. Mais nous, si on arrive au pouvoir, on propose telle chose. Mais je ne vois pas en face de moi un parti ou un groupe de partis qui fasse ce travail, excepté, pour être juste, notre ami de Nouvel Allant, qui esquisse un certain nombre de choses sur la gouvernance actuelle et qui fait des propositions par ailleurs. Mais en dehors de lui, je ne vois personne. Donc la machine est trop lourde pour aller broyer quelques mouches ou quelques fourmis. Excusez-moi du terme. Donc, non, elle est trop lourde. Elle est trop lourde. Elle n'a rien en face. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Qu'on le veuille ou non, les jeux sont faits. Non seulement que la plupart des partis, plus de la moitié des partis, sont dans cette machine. La plupart des partis. Et 400 partis déjà. Ajouter à cela, je vais finir là-dessus. En principe, d'ici 3 à 6 mois, les choses vont s'éclore, qui vont embellir, qu'on le veuille ou non, les bilans du président sortant. Donc, si tu prends la machine, c'est un bon bilan. Ça risque d'être un bilan acceptable. Donc, à partir de ces éléments-là, de la machine plus l'embellie qu'il y aura dans les 6 mois, je pense que ce n'était pas la peine de mettre la machine en branle. Tu vas dépenser des millions pour rien. Alors, Monsieur Massimbo, votre point de vue sur cette question. On va parler d'une machine politique, machine électorale, machine de bonne gouvernance, machine pour le changement radical de la gouvernance de la chose publique, machine dans la transparence. L'Union sacrée, une machine redoutable. Bon, Cherdan, au départ, c'est une très belle question, mais qui nécessite beaucoup d'analyse pour pouvoir établir machine et le monter et tout ça. Donc, je ne peux pas commencer à répondre à cette question sans pour autant passer en revue la situation sécuritaire et sociale dans la ville province de Kinshasa. Ça, au moins, vous le saviez. Donc, cher Dan, il y a plus de 2 mois, sur ce plateau, nous avons commencé à décrier la situation de la route entre Kimbuta, Dokolo, vers la route 4e République sur Kisenso. Nous avons imploré la bonne volonté du chef de l'État pour voir la situation qu'il y a dans ces coins de la capitale. Et réellement, nos cris de pleurs ont été entendus. Il faut le dire aussi, quand il y a un feedback à la population. Aujourd'hui, cette route-là, on a commencé déjà, il y a 2 semaines, on a commencé la réalisation de cette route. En cela, nous disons merci au chef de l'État, parce que, comme nous le disons toujours, c'est lui qui est l'œil, l'oreille, la bouche de la population congolaise dans toute son entièreté. Et aussi, je parle par rapport à la situation sécuritaire dans la commune de Kinsenso et aussi dans la commune de Lemba. Donc, quartier Mbanzalemba et la commune Kinsenso. Les quartiers Mbanzalemba, c'est les quartiers voisins à la commune de Kinsenso. Il y a de jeunes hommes qui se laissent manipuler par certains politiciens, c'est ce que nous avons entendu, qui leur donnent des machettes et leur drogue pour pouvoir se livrer à des combats et à s'aimer la terreur et l'insécurité dans ces coins. Ces jeunes-là. Bien évidemment, c'est ce que nous avons entendu. Mais nous prions que le service de sécurité puisse faire réellement son travail et que les instigateurs qui sèment la terreur, la désolation, parce que quand ces enfants Koulouna se battent entre eux ou s'attaquent à des paisibles citoyens, il y a de quoi s'alarmer quand même. Parce que dans la commune de Kinsenso, à une partie de Mbanzalemba, on ne peut pas sillonner au-delà de 18 h. Donc à partir de 18 h, si vous êtes loin de votre maison, il serait mieux de chercher un abri là où vous êtes. Parce que si vous entrez dans les quartiers, vous risquez d'être macheté, si je peux le dire. Donc, ou charcuté par ces enfants bandits là. Donc que le ministre de l'Intérieur aussi puisse un peu s'étaler par rapport à cette situation. La question fait quand même réfléchir. Comment on n'arrive pas à mettre fin à cette insécurité, ces jeunes gens-là? On les arrête, on les amène à Kanyamaka CC, mais ça ne finit toujours pas. Quel est le problème finalement? Il n'y a pas de sens. Kanyamaka CC n'est pas une solution. Il y a une file entre les enfants Koulouna et les policiers qui sont recrutés et envoyés dans ces milieux-là. Je conçois ça mal qu'un policier puisse faire dans un coin plus d'1 année.
je conçois ça mal. 2, 3 à 6 mois, oui. Mais plus d'une année, une année à plus d'une année, je conçois ça mal. Parce qu'avec le temps, il va s'habituer avec la population du coin. Et puis, ils vont commencer à manger, boire ensemble. Ils vont commencer à rire ensemble. Mais quelqu'un qui vient pour 3 mois, 6 mois, il ne s'habitue pas. Il vient pour le travail et il part. Et aussi, il y a dans certains coins où les enfants qui étaient Koulouna hier, aujourd'hui sont devenus des policiers. Oui. Donc, ils savent, ils connaissent au moins leurs frères ou leurs camarades, et puis ils jouent un peu en mèche avec eux. Tu vois un peu? Donc, ça aussi, c'est la défaillance de la formation. Parce qu'on ne dit pas que non, si vous étiez Koulouna, vous ne pouvez pas vous enrôler dans la police. Mais quand vous vous enrôlez maintenant, il faut maintenant le lavement des cerveaux puisse se faire. Mais quand le lavement des cerveaux n'est pas bien fait, cette personne-là va collaborer, à un certain moment donné, va toujours collaborer avec ses amis ou ses camarades bandits. Donc c'est un peu ça. Parlons de l'union sacrée comme une machine à broyer ou un concasseur, si je peux le dire. Donc comme les Français disent, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il le dit, il a essayé un peu de voir, dans la mesure du possible, parce qu'il sait qu'il veut aller loin. Hein? Quitter 2023 pour aller vers 2018, ce n'est pas... 28, voilà, ce n'est pas peu de choses. Alors, il faut préparer sa monture. Donc, il veut aller loin dans ses ambitions politiques. Alors, il fallait à un certain moment donné se mettre ensemble, consulter et voir avec qui il peut coaliser. Mais en se coalisant, par rapport au contexte politique actuel, on se voit que il n'y a pas des gens avec qui il peut faire face, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Katumbi, peu importe ce qu'il est, mais il est naturellement homme d'affaires. Katumbi n'est pas un politicien. C'est pas un politique, ouais. Il n'est pas politique. Katumbi, il est naturellement homme d'affaires. Et un homme d'affaires, quand il se lance dans des activités, il calcule tout, le profit, qu'est-ce qu'il va gagner par après. Et tout ce qui se dit tout autour sur la personne de Katumbi, ça les fragilise un peu. Au vu de la communauté de l'opinion, tant publique qu'internationale, Katumbi est un peu fragilisé. Et aussi les soupçons sur le départ imminent de Francis Kalombo, ça ne fait que les fragiliser. Et aussi ceux qui sont tout autour de lui. Hein, le président Matata Pogno, Augustin, et le vieux, un aîné que je respecte mais beaucoup. En face, il y a ces 4 leaders-là qui se sont mis ensemble. Mais, ils ne comptent pas, ils ne pèsent pas. S'il vous plaît, mais Fayoulou lui-même a été fabriqué. C'était comme un ballon d'air qu'on a mis de l'air et puis on a propulsé. À un certain moment donné, on le trouve et puis tout l'air qu'il y avait dedans s'est volatilisé. Ouais. Et puis les ballons d'air tombent. Subit une chute, la loi de la pesanteur en fait, une chute libre. Donc le vieux Fayoulou, il ne plie ce qu'il était avant les élections de 2018. Donc il ne faut pas le surestimer. Bien qu'on dit en politique, la force n'est qu'apparente et aussi la faiblesse n'est qu'apparente. Mais en face de nous, ce ne sont pas des forces et des faiblesses apparentes, mais ce sont des forces réelles et des faiblesses réelles. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vais rapidement lancer le deuxième sujet pour que nous puissions rapidement rester sur cette question qui semble avant de lancer très importante. Mais il y a la question de la Mouka. On n'est pas en train de critiquer la Mouka, mais la question qu'on se pose, c'est pratiquement parce que tout le monde est presque parti. Tous les leaders sont presque quittés le bateau. On ne sait plus maintenant qu'est-ce qui se passe dans cette famille politique. Il n'y a pas de constance dans l'opposition. Tout le monde, je ne sais pas, cherche à goûter au sucre du pouvoir. Un mot par rapport à cette union sacrée de la nation. Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons lire clairement la situation. Je salue les co-débatteurs ici en face qui viennent de présenter une situation politique. Mais là où je ne comprends pas, et ce qui étonne certains analystes, c'est que lorsque une ruelle, ici dans ce pays, on commence à les retracer, oui, merci président de la République. Mais qu'est-ce que vous oubliez dans tout ça? L'UDPS est parti dont
le ministre de l'Intérieur. Parce que vous avez parlé de l'insécurité avec les conditions dans lesquelles le police et ainsi de suite, tout ça. Ça, c'est la politique de l'UDPS. L'UDPS, c'est géré par le président de la République qui se dit qu'il est l'émanation de l'UDPS et que c'est grâce à l'UDPS qu'il a fini par être président de la République. À plus de 2 fois, le ministre partant, qui était ministre de l'Intérieur, et le nouveau ministre de l'Intérieur. C'est ça. Vous voyez encore, lorsque les conditions dans lesquelles la population congolaise se plaint de l'insécurité, des désordres criantes, et maintenant ils pensent faire semblant comme si c'était ça ne relève pas du président de la République. Non, c'est lui. C'est lui. Et je pense que s'il vous écoutez, qu'il regardait la réalité sur le terrain, il pouvait peut-être voir dans quelle mesure il peut peut-être changer. Parce que les conditions dans lesquelles la police traverse, c'est la politique de l'UDPS à 2 fois. L'ancien ministre de l'Intérieur et le nouveau ministre de l'Intérieur continuent à faire traverser le Congolais sur ce chapitre-là. Voilà un peu les indicateurs que moi je voudrais relever en rapport avec les inquiétudes. Lorsqu'il y a des inquiétudes aujourd'hui, je vous dis que 90% provient du président de la République. Et ça, je l'affirme. 90% des inquiétudes aujourd'hui proviennent de lui. S'il vous plaît, cher Dan. C'est quand même assez fort, ça. Mais attendez, il vient d'indiquer... L'exécutif est bicéphale. Le président de la République... Le chef de l'État ne mène pas la politique de la nation. Ce n'est pas lui qui gère au quotidien la chose publique. C'est le gouvernement qui est en train de gérer la chose publique. C'est pas le président a le pouvoir de sanctionner. Il n'a pas aussi le pouvoir que le gouvernement. Nous sommes dans un pays où le président de la République pense que nous sommes dans un régime présidentialiste. Je l'ai toujours dit. À partir du moment où la tête de l'État pense autre chose et que la réalité consignée dans la constitution de notre pays désigne autre chose, il y aura toujours une confusion. Lorsque la constitution de notre pays est en train d'expliquer sur le parlementarisme qu'il faut laisser le pouvoir du Premier ministre qui doit être regardant, contrôlé par l'Assemblée nationale de manière récurrente, que le président de la République qui est au sommet doit pouvoir veiller avec quelques portrait d'arbitrage que la Constitution lui a pu donner. Lorsque tout ça est mis de côté et qu'on regarde que le régime présidentiel, dont le président de la République est lui qui n'avait même pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et qui se reconstitue de manière frauduleuse par des négociations internes, et c'est là que ça va donner Merci beaucoup. Cet élan de confusion. La question c'est, le président de la République, il est le seul à porter la responsabilité de l'échec ou de la réussite de l'action du gouvernement. Écoutez, cher Dan, le président de la République, il est le porteur de la vision. Non, quand il y a... C'est lui qui porte le programme, il y a un exécutif en place. Et par rapport à la situation actuelle que nous vivons, le régime Tshisekedi n'a pas recruté des policiers. S'il vous plaît. Le régime de Tshisekedi a trouvé des policiers qui ont été recrutés, mal formés et non mécanisés. Mais c'est pas ça qui la fameuse unité Jana. S'il vous plaît. Oui. La fameuse s'il vous plaît, cher René. Il faudrait prendre le temps. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Il faut faire la part des choses. S'il vous plaît. Il faudrait prendre aussi le temps de lire les comptes rendus des réunions des ministres qui se fait chaque vendredi. Parce que c'est là que vous allez savoir et vous allez être au courant que ce n'est pas les chefs de l'État qui gèrent les pays au quotidien. Ce sont le chef du gouvernement et les ministres qui les font. Parce que quand vous lisez les comptes rendus du Conseil des ministres, vous allez voir que le chef de l'État vient, il donne le go. Et puis, le ministre fait état de lieux. De gouvernement de chaque département. Et puis chaque département prend la parole, s'il vous plaît. Et puis chaque département prend la parole pour dire ce qui se fait dans son département. D'accord? Et puis les décisions sont levées au Conseil des ministres, c'est par vote. Ce n'est pas que vous venez, le chef d'État s'engage. Non, il ne le fait pas. Le chef d'État, il est l'émanation, s'il vous plaît, il est l'émanation de la conscience populaire et du vote qu'il y a eu en 2018. Il n'est pas là pour semer la terreur ni la désolation, mais il est là comme homme solution. Comme un proverbe Louba dit, Mukalenga wa batu, batu wa Mukalenga. Donc le chef ne peut pas exister sans la population et la population ne peut pas exister sans un peuple. Donc le chef d'État tel qu'il est, il est là pour solutionner et apporter des solutions
à sa population. Il est là à la recherche à outrance et acharné du ça, bonheur du peuple. C'est ça les solutions Donc, que nous apporte. aujourd'hui, quand il a pris la décision, Tout ce que si vous vous faites pouvez un déplier aujourd'hui, de mécaniser les policiers ou Djana, et aujourd'hui, dans le conseil des ministres passé, le chef du gouvernement a proposé, et c'est porté d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, les recrutements de nouvelles unités. Donc vous voyez un peu, quand on propose déjà les recrutements, c'est qu'on a une vision par rapport à la formation et au genre de policiers qu'on veut avoir face à la population. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Gandhi Kassenzi, 4 ans après, on a toujours une vision. quel est votre point de vue sur cette... Mon point de vue, c'est que il ne faut pas tout faire revenir au niveau du chef de l'État. Le chef de l'État, comme vous le disiez, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir le don d'ubiquité, c'est-à-dire être partout à la fois. Donc le problème du Congo, c'est même pas le problème du Koulouna. Pour moi, le vrai problème, c'est le problème de l'État. Il y a l'absence de l'État, il y a l'absence de l'administration, il n'y a pas d'autorité. On a nommé des gens, chefs de rue, chefs de quartier, bourgmestres, etc., à tous les niveaux. Au niveau des strates, tout est bien composé, tout est bien articulé. Qu'est-ce qui fait que dans une rue, il y a des Koulouna, le chef de rue ne réagit pas, le chef de quartier ne réagit pas, encore moins le bourgmestre. Ne parlons pas du gouverneur. On attaque directement le chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas être partout. Je ne défends pas le chef de l'État. Je défends la nomenclature qui existe dans un État normal, respectable. Quand je le disais à une époque, dans un des médias, mon interlocuteur qui est en face était parmi les gens qui me fustigeaient, quand je disais que l'État n'existait pas au Congo, en leur expliquant qu'il y a une différence entre l'État réel et l'État factice. Côté factice, l'État existe dans la forme, mais dans la réalité, l'État n'existait pas. Encore moins l'administration qui sous-tend cet État-là. Donc, quand tu vois que toutes les machines qui étaient bien pensées, bien articulées, ne fonctionnent pas, donc ça pose un problème. Il y a une remise en cause, une remise en question du fonctionnement de l'État et de son administration. Comment est-ce qu'un petit Koulouna, même un petit groupe de Koulouna, peuvent terroriser? Pourquoi l'État, vous avez dit que l'État, il y a absence de l'autorité de l'État. Quelle est la cause? La cause, c'est qu'on met n'importe qui, n'importe où, à prendre des responsabilités dont ils n'ont pas de compétences. Est-ce que nos communes sont compétitives? Est-ce que nos communes réalisent un budget? Est-ce que nos communes fonctionnent de façon rationnelle? Non, non. Tout est centré vers le gouverneur. Tout est centré vers le gouverneur qui ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne maîtrise même pas les fonctions. Il ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien dans ce pays, à commencer par nos communes, nos quartiers. Rien n'est maîtrisé. Le Koulouna, là, on donne à un bon responsable, un bon ministre de l'Intérieur, un bon inspecteur de police. C'est la compétence, pas les moyens. C'est les compétences et moyens, puisqu'on ne peut pas... Compétences et moyens. C'est-à-dire un bon ministre de l'Intérieur, un bon inspecteur de la police pour la ville, un bon gouverneur. Même d'ailleurs, le gouverneur, on peut s'en passer. Au niveau de bourgmestre, il y a des bons bourgmestres avec le pouvoir réel, en dirigeant de la police de la commune, avec les bons chefs de quartier, les bons chefs de rue, etc. On jugule le Koulouna là en moins de 6 mois. Kinshasa devient paisible, bon à vivre. D'accord. Il y a un problème de compétences. C'est pour ça que moi je défends toujours. C'est la compétence. C'est la compétence qui manque et les moyens. Oui, les 3 S. Le savoir, savoir-faire et le savoir-être. C'est la façon aussi de se comporter. Merci beaucoup. Comment est-ce que se comportent le bourgmestre, les chefs de rue, les chefs de quartier, etc. Il y a un problème. C'est un problème d'inexistence de l'État réel. D'inexistence d'une administration qui est le socle d'un État. Merci. Merci beaucoup, messieurs, pour vos belles interventions à tous les 3. Je vais prendre le deuxième sujet du jour. Revanche du sol sur le sous-sol. À quel prix doit-on ou peut-on y arriver? J'annonce déjà à l'intention de tous que le budget consacré, la part du budget consacré à 2023, c'est justement 709 millions de dollars américains. Une augmentation de 50% par rapport à l'année 2022 où le budget est consacré à l'agriculture autour de 300 et quelques millions de dollars. On a doublé en 2023. Voilà la part consacrée. Une augmentation qui est saluée. Mais bon, on va se poser la question maintenant, dans quelle mesure on peut atteindre cette revanche? On peut avoir cette revanche du sol sous le sous-sol. 80 millions de terres arables, très peu de terres qui sont cultivées.
comment faire? Comment y parvenir? Déjà, les moyens semblent poser problème à la RDC. Monsieur Michel Kitoko, 709 millions, c'est vrai, c'est pas suffisant, mais quand même, c'est quand même la volonté est là quand même de pouvoir changer les choses. Vous savez, nous sommes dans un pays où les contextes et les réalités que traverse le peuple congolais devaient quand même nous interpeller. Les jours où les analystes politiques que nous sommes, ou des fois les responsables politiques que nous sommes, nous allons prendre conscience qu'entre ce que nous disons ici sur le plateau et la réalité sur le terrain, il y a une différence incroyable. Je pense que ces jours-là, le Congo peut sentir quand même une volonté d'aller vers de l'avant, en tenant compte des conditions réelles et non pas des mensonges qui peuvent être distillés par telle ou telle personne sur le plateau. Merci pour votre question. Mais maintenant, la question, lorsque vous la posez, vous mettez l'accent sur les sols sur le sous-sol ou le sous-sol sur le sol. La question, elle est si simple. Maintenant, regardons Kinshasa, regardons l'ensemble des provinces de notre pays. Au niveau des provinces, ne parlons pas parce que quand nous parlons province, vous voulez Kisangani aller dans les chefs-lieux. Non, il faut aller dans le district ou dans le territoire des chefferies de diverses provinces. Vous allez comprendre la réalité dégradante de la République démocratique du Congo. Parce que beaucoup de Congolais qui sont ici à Kinshasa ne connaissent plus la réalité des provinces de notre pays. Et moi, c'est chaque année que je me donne l'obligation de faire les tours, aller regarder. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire ici, si ça se limite qu'avec des discours ici à Kinshasa, rien, je dis bien, rien ne se fera. Le président de la République lui-même, il a dit à l'étranger, non pas ici au travers des discours qu'il a prononcés à partir de la présidence de la République, il a parlé de revanche du sol sur le sous-sol. Et depuis ce discours-là, qu'est-ce qu'il en a accompagné pour permettre à ce que le sol sur le sous-sol prenne de l'élan? Rien du tout. Il y a une agence qui a été instituée, est en train de mettre en place déjà quelques Mais non, vous savez, les agences sont basées à Kinshasa, avec le siège à Kinshasa. C'est ça la question. Est-ce qu'il a compris, il a essayé de composer avec tous les chefs du village? Je dis bien du village. Ils n'ont pas de district. Est-ce qu'il a essayé de les écouter pour penser comment ils font nourrir leur famille là-bas avec l'agriculture? Pas du tout. Lorsque nous pensons que nous allons développer le pays qu'avec des agences, nous allons nourrir le pays qu'avec des agences sur base de discours ou de promotion venant du président de la République, là nous tapons à côté. Mais lorsque nous apportons des idées contributives qui permettent à ce que la population se prenne en charge là où elle est telle qu'elle est, et chaque population dans toutes les rues, dans tous les recoins de la République, puisse prendre conscience sur l'élan de l'agriculture par exemple. Mais quel mot d'agriculture par exemple? Est-ce du riz? Est-ce le manioc? Moi quand j'ai vu le président de la République parler de la question du pain associé un peu avec le manioc. Combien de Congolais mangent du pain? Nous sommes combien d'abord, le peuple congolais? On est à plus de 100 millions d'habitants. Alors combien disposent de cette possibilité de manger du pain? Là, il s'adressait à la ville-province de Kinshasa, ou bien il s'adressait vraiment au peuple congolais d'une manière générale. Vous voyez? Parce que le peuple congolais d'une manière générale, à travers les provinces de nos pays, des fois, ils ne mangent même pas du pain. Vous voyez? Il y a beaucoup de réalités. Il y a des réalités qu'il faut comprendre. Et lui, le président de la République, peut-être que je comprends, qui n'a jamais été à province, ou des fois, quand il voyage, c'est quelques manettes, quelques denrées qui soient accompagnées pour le faire nourrir et pensant que ça vient de là-bas et que c'est faux. C'est ça les réalités que le pays traverse. Vous comprenez? Alors, tant que nous sommes en train de soutirer certaines informations gauche-droite et les donner à partir de la capitale comme si c'était un élan qui va devenir le Congo, là nous tapons à côté. Et là, ça n'aide pas le peuple congolais. Et là, vous allez voir que l'ensemble de nos politiciens, qui viennent ici à Kinshasa,
pour se battre à des postes de responsabilité vont toujours continuer ce combat et laisser la population dans la pauvreté la plus absolue. Merci Ce n'est beaucoup. pas normal. Merci beaucoup, Maître Michel Kitoko. Vous demandez ce que les réalités soient prises de façon globale, hein. La RDC est un tout, un grand pays qu'on ne s'attelle pas seulement sous la ville-province de Kinshasa, mais qu'on prenne de façon globale la réalité. Merci beaucoup. Monsieur Gandhi, votre point de vue sur cette question. La revanche du sol sous le sous-sol, à quel prix, selon vous? Voilà. Pour moi, si je l'ai dit, c'est une théorie, c'est du verbiage. Puisqu'on a connu des années où on disait agriculture priorité des priorités. On n'a jamais vu de résultats. Aujourd'hui, le slogan a changé. Mais il faut être réaliste et pratique. Ce pays s'est développé à partir de quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde le Katanga, on regarde les industries minières, on ne se pose pas de questions d'où venait l'argent de Léopold II pour lancer cette industrie minière. Vous savez que la première richesse de ce pays, quand les Belges étaient au pouvoir, à partant de Léopold II jusqu'au dernier roi, mais c'était l'agriculture. C'est l'agriculture qui a financé, j'insiste, c'est l'agriculture de ce pays, et particulièrement de l'Équateur, qui a financé, par le bois, le caoutchouc et autres richesses de la nature et de l'agriculture, financé la mise en place de l'industrie minière au Katanga. Ça, il faut que les gens le sachent. Que ce soit ceux de Kinshasa, du Katanga, du Bas-Congo, etc. C'est l'agriculture. C'est l'Équateur qui a fait le Katanga au niveau de richesse minière. C'est l'agriculture essentiellement de l'Équateur qui a financé les industries au Katanga. Celui qui doute doit me prouver le contraire. Moi, j'ai des éléments là-dessus. Donc, le budget ici, c'est de la gnognotte. C'est rien du tout. J'insiste, c'est la gnognotte. Comment, dans un pays respectable, on peut avoir un budget de moins d'1 milliard pour l'agriculture? Ce qu'on ne veut pas se développer, on est contre notre développement. On est contre notre développement. Dans le sens où la plupart des États industrialisés développés d'Europe se sont développés partant de l'agriculture à la base et l'industrie agricole avant d'aller vers vraiment l'industrialisation. Okay. Mais nous, on n'est nulle part. Industrialisé, on ne l'est pas. Un pays à vocation agricole, on n'y est pas. Mais il n'y a pas une revanche à prendre. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit avoir comme priorité, c'est d'abord le peuple. Sa santé passe par le manger d'abord. C'est-à-dire qu'on doit avoir un budget minimum, moi je dis d'1 milliard 500 000, c'est même beaucoup moins important. On doit être autour de 2 milliards de budget pour l'agriculture. Pourquoi ne pas partir de la base au sommet? C'est-à-dire donner des moyens à toutes les provinces ou même toutes les, mais c'est ça, il faut un budget. Toutes les entités territoriales, oui, leur doter des moyens et puis mais leur production va maintenant être... Ne serait-ce que par rapport à cette politique, et j'approuve d'ailleurs de 145 territoires, il fallait qu'on ait un budget de 2 milliards. En dehors de la dotation qu'on a donnée à chaque territoire pour le route et autres, il fallait rajouter un poste spécifique le côté agricole. C'est ça qui sera notre développement de demain. Puisqu'on va manger, on pourra même vendre ce produit. À partir de ce produit, on va organiser l'industrie agricole. En organisant l'agriculture, l'industrie agricole, il y a le tertiaire qui est là aussi, à savoir le service. Puisqu'il faut transporter ces produits, il faut transformer ces produits. Mais combien d'emplois on ne va pas créer dans l'agriculture? Mais on est en train de négliger. Regardez notre budget. Il y a plus de 70% de notre budget qui va au fonctionnement. C'est autour de 60%. Mais on marche sur la tête. Mais c'est beaucoup. Autour de 60%. Mais comme une entreprise, l'État ne devrait pas avoir plus de 40% ou 45% de son budget pour le fonctionnement. C'est une aberration. Merci, monsieur Eric. À quel prix doit-on faire pour atteindre cette vision de la revanche du sol sous le sous-sol, selon vous? Il faudrait associer à cela le patriotisme, associer à cela le management, associer à cela les moyens financiers nécessaires. C'est très important. Et aussi rendre les secteurs attractifs. Cher Dan, peu importe ce qu'on peut dire aujourd'hui, l'agriculture, dans un premier temps, pour moi, aujourd'hui, si on veut que notre agriculture
puisse monter, on doit commencer d'abord par financer les petits agriculteurs qui sont au village là-bas, au fin fond là-bas. C'est eux qu'on doit financer. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui ralentit ou qui les affaiblit? Paysanne. Bien évidemment, c'est eux qui connaissent, c'est eux d'abord qu'il faut... La production, elle est pour la consommation et non dans la commercialisation. Pourquoi elle n'est pas dans la consommation? La production là est destinée à la consommation des grands publics. Parce que c'est la personne qui veut la consommation ne va pas vous produire 10 hectares de maïs pour le manger pendant combien d'années? L'exportation. Mais qu'est-ce qui ralentit aujourd'hui? Qu'est-ce qui ralentit? D'abord, primo, ce sont les routes de dessertes agricoles. Il n'y en a pas, ça n'existait pas. Donc le Congo, les Congolais produisent du maïs. Ils produisent, mais allez à Bumba, vous allez voir. Dans des entrepôts, il y a l'arachide, l'haricot. Le riz aussi. Et les riz. À Bumba. Bien évidemment, qui pourrissent dans des entrepôts. Mais il n'y a pas les moyens de transport pour les évacuer vers les centres de consommation. Pendant que nous, aujourd'hui, on manque du pain. Si ces agriculteurs, ces petits agriculteurs qui sont dans l'arrière-pays, trouvent les débouchés, je vous dis, ils vont encore plus produire. Mais pour produire encore plus de ce qu'on attendait, il faut les doter des moyens nécessaires. Retenons ceci. Donc, un tracteur agricole de 50 à 100 chevaux, le prix moyen est à 20 000 $. Donc, avec 2 millions de $, on peut avoir 200 tracteurs. Là, c'est d'occasion. Non, 9. Les prix varient en termes de chevaux. Je parle de chevaux de 50 à 100 chevaux, c'est 20 000 €. Mais si vous voulez avoir plus de chevaux, le prix va varier. Mais le moyen là, c'est à 20 000 €. Aujourd'hui, avec 2 millions d'euros, on peut avoir 200 tracteurs. Avec 2 millions, avec 20 millions, on peut avoir 2000 tracteurs. Avec 20 millions. 20 millions, on peut avoir 2000 tracteurs. Qu'on peut donner aux petits paysans du village là et avoir un système pour leur permettre d'évacuer leurs produits vers les centres de consommation. Parce qu'ils peuvent avoir leurs propres épargnes, ils peuvent les créer. Il suffit seulement que le gouvernement puisse mettre les moyens en jeu pour les accompagner dans ce sens-là. Et si on parle aujourd'hui, cher Dan, de la revanche du sol sur le sous-sol, notre sous-sol est très riche. Dans certains endroits, on nous parle de 80 millions de terres arables. Dans 80 millions d'hectares de terres arables, dans d'autres endroits, on nous parle de 120 millions d'hectares de terres arables. Si on prend par exemple les cas des livres d'un sénateur, d'un ancien vice-président américain à l'époque de Al Gore. Al Gore, dans son livre intitulé Future, il dit plus de 48,8% des terres arables congolais ont été déjà bradées. 48% des terres. 48% des terres arables congolais ont été déjà bradées. Et cela est appuyé par d'autres instituts de recherche qui mènent des recherches. Non, mais c'est toujours beaucoup quand même si c'est le cas. On a toujours... mais les chefs de l'État doivent avoir... Ça a été bradé depuis 1991. Et ça continue jusqu'en 2001. Et jusqu'en 2015, ça continue encore. Et vu qu'avec la proposition de loi de Bahati modifiant et complétant la loi de 1991, où on donne plus de parts, des pourcentages aux étrangers plutôt qu'aux nationaux. C'est là encore, on met en mal. Parce que connaissant la fragilité de notre système, de notre appareil sécuritaire et la porosité de nos frontières, il y a risque que les étrangers qui vont venir viennent avec leur famille, occuper nos terres, le produire et par après se déclarer comme le cas aujourd'hui avec les Rwandais. D'accord. Merci beaucoup, M. Herry Massimbo. La République démocratique du Congo, 60 ans d'existence. La culture demeure toujours artisanale, assez pauvre, pas soutenue par le pouvoir public. 709 millions de $. Si on a la volonté avec ça, on peut quand même faire quelque chose de consistant. On peut quand même lancer quelques projets avec 709 millions de $. C'est largement consistant, je pense, à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, la RDC n'exploite que 1% de ses terres arables. De la superficie de la RDC. Nous n'exploitons que 1% de nos terres arables. 1%. Sur le 120 millions d'hectares de terres arables, on n'exploite que 1% des terres arables. Et quand on a la volonté, on peut parvenir quand même avec 700 millions, on peut poser
des fondations. Des fondations. Avec 700 millions, je vous dis. Donnez-moi ces 700 millions, monsieur le président de la République, donnez-moi les 700 millions. Fusionnez le ministère de l'Agriculture avec celui de la pêche. Remettez-les-moi. Je vous promets. Tu es un anthropologue. Non. Vous êtes un anthropologue. Un anthropologue. Vous allez gérer Voilà. Un anthropologue. C'est pas votre domaine. Renseignez-vous maintenant. C'est pas votre domaine de prédilection. Non, cher Dan, un anthropologue. Il faut donner aux spécialistes, des gens qui ont fait cher Dan, pour votre connaissance, un anthropologue, c'est le dénominateur commun de toutes les disciplines. Ah, ce n'est plus les juristes. Non. Un anthropologue, non. Un anthropologue, lui, il étudie la société dans toute son entièreté, dans toutes ses dimensions. Mais quand vous mettez avec les juristes, je suis là. Quand vous mettez avec les agronomes, je suis là avec eux. Parce qu'on ne peut pas exploiter une terre sans connaître les principes de ces terres. Non, ou les principes ancestrales. Et les techniciens accompagnent les gestionnaires. Je n'affiche pas, mais un anthropologue, c'est un dénominateur commun. Il peut être partout. Quand il est négligé, c'est la raison pour laquelle vous voyez certains projets ne réussissent pas. Ah, il faut vous mettre en... Bien évidemment. On a compris. Allez même auprès des ambassades ici. L'Union sacrée a entendu. Quand il y a des négociations, ils s'accompagnent toujours avec des anthropologues, des historiens et des psychologues. L'Union sacrée a entendu. Ils vous voient vos faits et gestes. S'il vous plaît. Et vous étudiez par rapport à votre culture. Et puis ils vous donnent le truc par rapport à ce que vous êtes. Le présidium de l'Union sacrée est là, Mbosso, Bati, Vital, Bemba, on vous a entendu. Et donc, 700 millions, je peux faire l'affaire. On espère qu'ils vont répondre favorablement à votre demande. Alors, Maître Michel Kitoko, on vous donne la parole. On va commencer par revenir un peu dans l'histoire. Depuis 1960, depuis que les Belges avaient quand même une politique agricole qui était quand même acceptable, les Congolais mangeaient à leur faim. Et quand ils sont partis, le Nord n'a pas été suffisamment préparé, on n'a plus eu de plan principal d'agriculture. Le problème vient de très très loin, on va se dire qu'il est profond et il faut beaucoup plus d'imagination pour pouvoir quand même répondre à parce que nous avons faim, on a sérieusement faim au Congo. Hein. Les gens ne mangent pas à leur faim et pourtant nous avons des terres arables, on a un sol qui est favorable, un climat qui est bon, mais nous mourons de faim. C'est un problème de politique depuis 60, selon vous? Bon, il y a aussi cette partie des responsabilités politiques depuis 60, mais il y a aussi beaucoup plus les questions où les instances politiques devaient rétrocéder au peuple congolais à terme de connaissances, à terme de réalité. Pourquoi? Parce que lorsque vous assencez les Belges, vous dites non, à l'époque de Belges, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais non, c'est la population congolaise qui travaillait. Ce ne sont pas des Belges qui travaillaient pour nourrir le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui travaillait pour nourrir l'ensemble de la population, mais aussi le Belge qui était là. Ce ne sont pas les Belges qui travaillaient pour eux-mêmes. Le Congolais travaillait et nourrissait en même temps le Belge et en même temps leur famille. Ça, c'est un point quand même capital. La politique mise en place, au niveau de la conscience politique mise en place, je pense que c'est là où on a commencé à taper complètement à côté. Chacun, à partir de la capitale, puisse s'imaginer quelque chose en tenant compte des articulations, de certains principes qui sont joués à dimension européenne. Il pense que c'est ça qu'il faut appliquer dans notre pays. Mais non, mais non. Mon jeune frère ici en face venait de vous démontrer et il indique que si vous me donnez ce moyen, je ferai ceci ou cela. Donc si on lui donne 700 millions là, mais attendez, il ne va pas bouffer ça avec mais c'est ça le problème. Sa famille, il ne va pas se taper des belles maisons comme on a l'habitude de... son pourcentage d'ailleurs. Sa commission de 20%. Je ne joue pas la même politique que lui. Il est dans un autre camp, moi je suis de l'autre camp. Mais il demeure quand même un compatriote pour notre pays. Pourquoi ne pas penser à donner les moyens à des compatriotes comme ça, qui peuvent... Parce que quand on donne le moyen, ce ne sont pas de l'argent qu'on lui donne comme ça. C'est un mécanisme. Il a quand même des gens derrière. Il y a des gens derrière, il a des amis. Il peut avoir des amis, mais des amis de confiance. Il peut avoir des amis, mais des amis de confiance. Moi, je pense que nous sommes dans un pays où il n'y a pas clairement une vision. La vision réelle pour sortir le pays de l'abîme et du chaos sans frein dont le pays se trouve aujourd'hui, il n'y en a pas pour le moment. Au contraire, on est allé replonger encore le pays dans un autre trou que le trou réel. C'est ça la question. Lorsque, au moment où il faut sortir le pays du trou,
on commence à faire les débats sur des individus, oh, tel ceci, tel cela. Les individus qui, des fois, eux-mêmes, ils vont dépendre que des miettes que le trou là produit. Tu comprends un peu? La question est d'une autre manière. Et je pense que si le jour où les Congolais prendront conscience et que les dirigeants de notre pays prendront conscience, et je sais que c'est difficile pour que les dirigeants prennent conscience pour le moment, parce qu'ils sont d'emblée créés dans leur cerveau, dans leur conscience et subconscience, la possibilité de dégager le voisin moyen pour qu'ils soient toujours le leadership, disposant toujours de moyens pour le compte du peuple congolais. Mais laissant le Congo dans un chaos sans frein. Et ça, c'est un chaos déjà à ce qui les concerne, parce qu'ils ne sont pas éternels sur cet état des humains. Ils vont laisser que le trace négative, dont même leurs enfants ne sauront même pas prétendre que je fais ça à cause de mon père, comme fut le cas de beaucoup de dirigeants que je mettais les noms. Aujourd'hui, je pense que si l'ensemble de la population congolaise et des acteurs politiques prennent conscience des enjeux qu'il faut pour le pays sur le plan agricole, la meilleure idée, c'est d'aller dans les secteurs de ces activités-là. Enlevons d'abord ces idées-là selon lesquelles les étrangers est-ce que nous avons une main-d'œuvre qualifiée au Congo pour pouvoir... Enlevons d'abord les idées du genre que notre pays est vendu, on a vendu. Non, non. Tout nous appartient sur le territoire congolais. Il n'y a rien. Arrête de brader. Il n'y a rien de bradé. Non, il n'y a rien de bradé. Tout nous appartient. Je ne pense pas qu'il y a un seul peuple ou une seule chefferie dans ce pays qu'on empêche de se développer parce que la chefferie a été vendue à un étranger. Non, c'est faux. Maintenant, sur la question de recettes agricoles ou de l'agriculture d'une manière générale, nous pouvons produire une agriculture qui permet à ce que l'Afrique d'abord puisse surtout prendre en charge sur tout ce qui est denrées alimentaires plutôt que d'importer le produit de l'Ukraine. Oui, mais même de l'Ukraine ou de la Russie. Non, nous on ne mange pas les Ce n'est qu'un exemple. Le blé, non, on ne mange pas les céréales. Regardez notre blé, c'est un blé made in Ukraine. Non. Les céréales. Aujourd'hui, Bralima importe les maïs du Centrafrique. S'il vous plaît. Attendez. Vous savez, nous sommes dans un pays où on développe plusieurs cultures sur base des temps ou des activités que chacun y peut mener d'une manière ou d'une autre, à l'étranger comme au niveau du pays. Moi, je consens l'ensemble de mon temps pour penser à développer ce qui est dans notre pays comme recettes primaires qui permettent à ce que le peuple puisse s'autodéterminer pour que le Congo soit champion dans son existence, d'abord, de défense réelle de l'agriculture, et par la suite, on peut beau dire le Congo dispose de tels minéraux, là c'est une autre chose à ce plan. Mais maintenant, merci beaucoup, M. Michel Kitoko. La question est si simple. La ville-province de Kinshasa, qui est une province qui accepte de se nourrir, mais se nourrir de quoi? Pas des denrées alimentaires qui viennent des provinces, mais ceux qui viennent de l'extérieur du pays. La ville-province de Kinshasa importe plus que ce que le province on ne produit pas. peut ramener. Ce n'est pas normal lorsque un pays est basé dans ça et que l'ensemble de nos dirigeants se capitalisent et se décapitent complètement en rapport avec cette question primordiale. Ils vont laisser le pays dans un chaos et dans un frein, Merci beaucoup. Chaos sans frein. Merci beaucoup, monsieur Maître Michel Kitoko. La RDC, telle que nous sommes là, la plupart des jeunes qui terminent l'université, on n'est pas plus orienté vers l'autoprise en charge, peut-être l'accompagnement vers l'entrepreneuriat, pas simplement ça, mais aussi faire en sorte que le secteur agricole soit les secteurs porteurs de travail. Nous sommes plus portés vers la chemise cravate, être dans un bureau. Nous sommes faits à cette mentalité-là. Or, si nous changeons notre façon de voir, on ne peut pas toujours attendre tout du gouvernement et que le gouvernement fasse. Déjà, soi-même, on peut se prendre en charge, on a un champ. Est-ce que déjà nous-mêmes, nous Congolais, on a cette mentalité-là de l'autoprise en charge? D'accord. Avant de répondre à cette question, toujours dans le même domaine, je voudrais vider, c'est-à-dire compléter ce que les autres ont dit par rapport à l'agriculture. Ouais. C'est-à-dire, ce pays, le nôtre, était un État champion de l'agriculture. Champion.
les Indonésiens qui sont les champions au niveau de la culture Du riz. du palmier, du palmier. des palmiers aujourd'hui, venez ici prendre nos palmiers pour aller planter là-bas. Venez ici apprendre comment développer la culture des palmiers. Là. Ici, dans le Bandundu, à l'Équateur, partout il y avait des palmiers. On était parmi les champions. Non seulement l'huile des palmes, on était les champions du monde, au niveau de l'exportation même. Là, c'est en 2000 combien? Non, En 1900. avant 60. Avant 60. À l'époque, Même Kassavou, jusqu'à l'époque de Kassavou, notre agriculture était Jusqu'à développée. 60, jusqu'à 63. 63, 64, notre agriculture était développée. On exportait l'huile de palme. On exportait le coton. On exportait le cacao. Le café. On exportait beaucoup de produits. Il y a beaucoup d'argent qui rentrait de l'agriculture. Kassavou était au pouvoir, on a continué, malgré que les Belges étaient partis. Il y avait pas mal de multinationales qui fonctionnaient ici, notamment Unilever. Unilever, j'ai cité l'exemple pour que les gens se rappellent. Il faut que les gens lisent aussi l'histoire de ce pays. Il y a eu des décisions malencontreuses, hasardeuses de Mobutu qui a englouti notre agriculture. Non seulement l'agriculture, mais notre économie. Attendez, la débat a commencé avec Mobutu. Oui. Ou c'était le départ de l'homme blanc? Non. La débâcle a commencé avec Mobutu, puisque après le départ de Blanc, on a continué. Sous le régime Kassavou, l'agriculture était encore à un bon niveau, à un niveau acceptable. Il y avait encore des routes agricoles, il y avait tout. Mobutu a englouti le pays sur le plan économique par l'effet de peut-être une volonté politique qui pouvait se soutenir. Mais il a fait ça à la qui va vite et puis vaille que vaille, en prenant n'importe qui, en mettant à la tête de n'importe quelle entreprise sur le plan économique et commercial. Mais au niveau de l'agriculture, l'effet des arianisés. Ensuite, ça, c'est dans les 60. 13 par là. 13, 74, par là, oui. En arianisant et en radicalisant, puisqu'il y a eu la arianisation suivie de la radicalisation, je ne sais pas, il a mis à terre, à bas, toute notre économie, particulièrement l'agriculture. C'est à partir de ce moment-là, on ne se retrouve plus. D'ailleurs, les gens ne connaissent même pas cette histoire. Là, c'est l'économie qui a été mise à terre et l'agriculture en même temps. Bien sûr, tout, et l'agriculture et le reste. Tu sais, l'agriculture, il y avait des services. L'agriculture ne fonctionne pas tout seul. Il y a l'agriculture, l'agro-industrie, il y a le service à côté de la production, des productions, etc. Il ne faut pas négliger non plus l'histoire qui a fait que depuis 60 jusqu'aux années 70, la plupart des gens qui sont arrivés au pouvoir ont fait venir leurs parents ou grands-parents à Kinshasa. Il y a eu un exode massif rural, où les gens qui géraient nos chefferies, secteurs, ils arrivent pour se faire soigner. Alors qu'avant, ils se soignaient dans les centres médicaux, ils n'étaient pas morts. Ils sont venus à Kinshasa. Donc, Kinshasa est devenu... Oui, tout ce qui est cité rurale. C'est vide. Nos cités ruraux se sont vidées. Et il n'y avait plus grand monde pour faire l'agriculture. L'agriculture, l'exode a joué. L'exode rural, Mobutu, et puis ce que Dan, tu as dit, à savoir, on a préféré plutôt aller travailler, même comme planton dans l'administration, que plutôt d'aller faire le champ, dans le champ, etc. Ça pose un problème. Il faut corriger cela. Aujourd'hui, moi, je pense que pour pouvoir corriger, il faut qu'il y ait une discrimination positive par rapport à l'inscription, aux inscriptions au niveau des universités. Il faut privilégier et donner plus de moyens aux jeunes gens, jeunes filles qui choisissent de faire des disciplines comme l'agriculture, les sciences, la polytechnique. Il faut leur donner des moyens. Il faut inciter. Il faut qu'on puisse aussi créer les écoles d'ingénieurs. On n'a pas des écoles d'ingénieurs. À l'université, il faut plusieurs écoles d'ingénieurs civils et autres. Il faut des écoles supérieures de commerce, pas comme l'ISC, comme Monalag, qui ne joue plus son rôle. Peut-être qu'avec notre ami Ngoy, les choses vont évoluer autrement et on reprendra le rôle réellement de nos écoles de commerce, etc. Il y a beaucoup de choses à voir, à revoir. Donc, il ne faudra plus qu'il y ait un autre Mobutu qui vienne pour dire le nationalisme congolais authentique, tout ça. Ça a tué le pays, tu vois. D'accord. Il nous reste
moins de 20 minutes. Je crois qu'on va prendre le dernier tour de parole. On va finir et on va donc partir. Vous pouvez aussi nous donner vos idées sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi écrire, donner des propositions. Ça nous parvient toujours et nous lisons et ça nous aide beaucoup. Alors, dernier tour de parole à chacun. Monsieur Herima Simbo, vous avez donné un grand nombre de propositions. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants ne vivent pas ce que nous sommes en train de vivre? Vous voyez à Lubumbashi, à Kolwezi, à Mbujima et dans le Grand Kassai, il y a une pénurie, il y a une hausse de prix des denrées alimentaires. La farine de maïs qui est suffisamment consommée là-bas, le prix a galopé. Que faire pour que, à long terme, que cette situation ne puisse pas être ressentie? Cher Dan, il faut rendre le secteur agricole attractif. Il faut les rendre attractifs. Il faut que le jeune qui finissent aujourd'hui en agronomie ou en environnement ou en chimie puissent voir l'opportunité pour eux de pouvoir travailler dans le secteur où ils ont étudié. De rendre aussi nos milieux ruraux attractifs. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, cher Dan, avec 20 millions, avec 100 millions de dollars, sur les 700 millions, avec 100 millions de dollars, vous pouvez vous construire une industrie de pêche. 100 millions seulement. Avec 100 millions. Industrie. Industrie de pêche. Avec des avions, des bateaux de pêche, des grandes capacités. Avec 100 millions de dollars. Il y a des projets en fait. Pourquoi on ne le fait pas alors? Il y a des projets. Avec 100 millions. Distraction. On peut se construire une industrie de pêche. C'est facile tout ça. Et quand on construit ça, on ne va pas les construire ici, dans des milieux urbains. Non. C'est là. Dans le milieu rural. Et quand on va les faire, ceux qui sont dans le milieu rural là-bas ne vont pas voir l'opportunité de pouvoir venir ici à Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, nos milieux ruraux, c'est vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soins de santé de qualité, il n'y a pas l'éducation de qualité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a même pas d'opportunité d'avoir des crédits pour créer un emploi. Donc pour le jeune. C'est un monde perdu. Bien évidemment. Au moins, nous comptons avec l'actuel projet de 145 territoires, nous comptons au moins ça peut changer la donne. Mais néanmoins, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut encore plus d'efforts par rapport à cela pour parler à la situation. Cher Dan, 700 millions de dollars, c'est largement suffisant pour jeter les fondations d'une agriculture ou d'une pêche industrielle ici dans notre pays. Parce qu'on ne va pas aller louer le fleuve ou les océans ou les lacs pour pouvoir pêcher. Non, nous en avons ici chez nous. Merci. Notre fleuve, il y a des poissons qui meurent de vieillesse. Dans notre lac, dans nos lacs ici, il y a des poissons qui meurent de vieillesse. Qui pleurent même pourquoi on n'a pas mangé, bon Dieu. Dans le Maïndombe, en fait, dans ce pays, il y a tout. D'ailleurs, la province de Maïndombe là, c'est la réserve stratégique royale. Est-ce que vous le savez? Oui. Dans le Maïndombe, il y a tout sauf rien. Tout le minerai pour lequel les gens se battent là-bas dans l'Est et là-bas. L'or, le coton, l'iranium, tout, il y en a dans le Maïndombe. Ouais. Les poissons, c'est un paradis en fait. Merci beaucoup, donc, monsieur. Aucun coin de la République, de la République du Congo est pauvre. Non. Jamais. Nous sommes dans un pays où le maïs peut même pousser sur le tôle. On peut observer les maïs pousser sur nos clôtures. On peut planter qu'est-ce qui ne peut pas pousser ici, dans notre pays? Aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas de cacao. Merci mais beaucoup. Allez en Europe, vous avez des chocolats qui coûtent moins cher, mais en Afrique, les chocolats coûtent cher. Alors que la matière première vient de l'Afrique. Comment vous expliquez cela? Aujourd'hui, la RDC qui exportait les cotons ne le fait pas. On prend la parole, ne le fait pas. Le temps passe. n'est pas classé. La régie nous annonce que le 700 millions de dollars, merci beaucoup au chef de l'État, c'est largement suffisant pour jeter de bonnes fondations pour notre agriculture. Merci beaucoup. Monsieur Michel Kitoko, aussi 2 minutes pour finir. La régie nous a plutôt dit qu'on n'a pas suffisamment de temps. Alors, votre proposition à long terme pour que cette situation puisse trouver une solution, on dira, durable ou définitive? Bon, je me suis battu bec et ongle tout le temps pour essayer de démontrer ce qui est faisable.
Et maintenant, si on me pousse encore davantage à dire des choses, je pense que ça sera des questions qui, pour moi, démontrent que le régime actuel de ces derniers temps, ce n'est pas un régime sur lequel le peuple peut s'attendre, que ça peut changer les directives par rapport à la situation que traverse notre pays. Et nous devons prendre conscience. D'abord, la ville-province de Kinshasa telle que nous sommes maintenant. Vous voyez que ça devient une ville fantôme dont l'incapacité d'y habiter commence à se poser problème d'ici 5-10 ans. Veut dire que si on a la lecture de projection de l'avenir de ce pays, on aurait déjà pensé à comment matérialiser une autre ville dont les capacités des habitants doivent démontrer un autre moyen ou un comportement d'habitation et qu'il faut. Je pense que tant qu'on n'a pas ces indicateurs venant de la hiérarchie de notre pays, ça posera toujours des problèmes sérieux dans ce pays. Voilà pourquoi j'indique que le peuple congolais disposant de pouvoir réel doit pouvoir jouer pour changer non seulement la mentalité, mais aussi les personnes qui, des fois, ne méritent pas diriger ce pays. Merci, Monsieur Michel. Monsieur Gandhi, pour finir. Pour finir, vous avez cité le cas de Kasaï, qui a des problèmes de maïs. Le Katanga, il consomme beaucoup de maïs, plus que les autres. Pourquoi ne pas développer les champs de maïs au Katanga, au Kasaï? Pourquoi ne pas aussi faire en sorte que les infrastructures, puisque des fois, pour certains produits, on ne peut pas les produire sur place, les infrastructures ferroviaires au travers de la République démocratique du Congo, ça pose un problème. Moi, je dis que les 3 milliards qui nous restent là dans le contrat chinois, il faut réellement que ça aille réellement sur les infrastructures ferroviaires, que ça aille sur les infrastructures routières. J'ajouterai ceci, le président aurait commandé, du moins le gouvernement aurait commandé 15 bateaux de pêche. À quand l'arrivée de ces bateaux de pêche? C'est insuffisant, 15 bateaux de pêche. Moi, j'aurais dit, au départ, on devrait en avoir au moins 30 ou 50, puisqu'il faut plus d'une dizaine de bateaux de pêche au niveau de la mer, plus d'une dizaine, entre 15 et 20. Les restes, nous avons plusieurs, le fleuve là, il faut un certain nombre de bateaux de pêche à Kisangani, à Mbandaka, dans nos lacs, etc. Il nous faut au moins plus de 30 bateaux de pêche. Je pense, si les là est pris, si les 15 sont réellement commandés, si ça doit arriver avant décembre, ce serait une bonne chose. Merci beaucoup. Nous allons laisser l'antenne à nos confrères qui vont présenter incessamment le journal. Merci à tous d'avoir été avec nous, pour la qualité d'abord de ce débat. Merci, messieurs, pour ces intelligences que vous avez déployées sur ce plateau. On va donc prendre congé. On se retrouvera donc demain pour un autre débat. Au plaisir.